Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous présenter Christian Huyghe, directeur scientifique agriculture d'INRAE, l'Institut national de recherche pour agronomique et environnementale, ou pour l'environnement, je ne sais plus, tu corrigeras. Pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, j'ai oublié l'alimentation, pardon. Qui vient donc nous présenter une conférence sur l'évolution de notre système alimentaire, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Et vous pourrez ensuite l'entendre débattre avec Martin Kopp, qui est écothéologien, peut-être certains d'entre vous le connaissent déjà. Et ils seront sur le podium cet après-midi tout à l'heure pour débattre de la façon dont nous pouvons faire changer nos imaginaires et nos pratiques et nos imaginaires, comment tout ça change ensemble, comment l'innovation joue là-dedans, comment la spiritualité joue là-dedans. Et comment on est un petit peu en retard, je vous prie de nous excuser pour ça. Je donne tout de suite la parole à Christian Huyghe. Merci Christian. Merci beaucoup Corinne. Alors ça va être moins fun que la présentation d'avant. Ça va être beaucoup des chiffres et des graphiques. Et alors par opposition à l'intervention d'avant qui parlait beaucoup de création, j'avais fait le sous-titre de cette présentation en disant il faut réfléchir nos systèmes alimentaires pour ne pas avoir à choisir entre la fin du mois et la fin du monde, ce qu'on a souvent, et j'ai rajouté la fin dans le monde, vu que c'est un sujet absolument majeur et donc je vais essayer de traiter ici. Et en fait, j'avais voulu commencer par, sans savoir qu'après, il y aurait une intervention qui traiterait aussi des limites planétaires, en fait, en disant que de toute façon, si on veut réfléchir sur le long terme, il faut avoir un cadre global dans lequel il faut se positionner, et ce cadre global, on peut l'avoir par la réflexion qu'on a sur les limites planétaires. Vous connaissez sans doute ce cadre qui a été imaginé d'abord par Rockström au tournant des années 2000, et publié en 2009 par le Stockholm Resilience Center qui fait des travaux assez remarquables là-dessus, et ils ont défini 9 limites planétaires, mais vous aurez une intervention plus précise et détaillée là-dessus. Et ce qui est intéressant quand vous regardez, c'est la vitesse à laquelle le système Terre et le système donc, géré par l'humain se déforme. Et donc Rockström a défini 9 limites planétaires, il y en a 5 qui sont directement liées à l'agriculture et l'alimentation, ce qui est assez logique vu que c'est l'élément principal d'occupation des paysages. Et vous voyez qu'entre 2015 et 2022, la façon dont on dépasse ces limites planétaires, pour rester dans les limites planétaires, il faut se trouver à la limite entre le vert et le jaune. Vous voyez, on a beaucoup débordé depuis 2015. Et puis la première limite planétaire qui a été dépassée, c'est celle qui est la plus directement liée à l'alimentation, c'est celle qui est relative à l'azote. L'azote, c'est l'essentiel des raisons pour lesquelles on mange. On est des organismes on métabolise beaucoup de protéines. La seule forme d'azote qu'on puisse utiliser, c'est l'azote protéique. Il y a énormément de l'azote dans l'air, mais il est incroyablement stable, du N2, tandis que nous, on a besoin pour vivre du N-quelque chose, qu'on trouve dans les protéines exclusivement, et les protéines qu'on ingère doivent correspondre exactement à notre composition. Si ça ne correspond pas et qu'on n'en a pas assez, eh ben en fait, on va de moins en moins bien. Il y a 2 périodes de la vie où on a des besoins critiques. C'est quand on est les jeunes enfants, voire les fœtus, où il faut qu'ils aient une alimentation qui corresponde exactement à leurs protéines, à leur composition. C'est pour ça que le mieux, c'est le lait maternel pour les enfants, qui a exactement leur composition. Et puis, on a le même problème en fin de vie. À ce moment-là, ce n'est pas qu'on est en croissance, mais c'est le fait qu'on assimile beaucoup moins les protéines. C'est pour ça qu'on fait des régimes surprotéinés pour les personnes âgées. Pour la plupart des gens qui sont dans cette assemblée, on est dans la bonne période. On a en général un peu trop, et voilà. Mais le problème qu'on a, c'est qu'on dépasse ce que le globe est capable d'encaisser en matière de quantité d'azote qu'on met dans le circuit. Je vous verrai après les chiffres. Alors l'élément intéressant, pour dépasser un tout petit peu le cadre et faire le lien avec notre question alimentaire, le cadre de ces limites planétaires, c'est qu'il a été possible de l'analyser pays par pays. Et un travail qui a été fait par Kate Raworth, qui est une Anglaise, elle a réfléchi en fait aux limites planétaires et en faisant le lien avec les structures d'équité dans les pays. Et donc elle définit un cadre qui est assez simple, avec sur la ligne horizontale, vous avez les limites planétaires, et quand vous êtes au-delà de 2,5, vous avez dépassé les limites planétaires.
Et donc c'est pour ça qu'en France, par exemple, on est largement au-delà de ça, et on a ce qui s'appelle le jour du dépassement, qui est avant le 1er juillet maintenant. Donc vous voyez, on le déplace longtemps avant. Et puis elle a imaginé une autre échelle qui était l'échelle de l'équité. Donc l'équité, c'est l'équilibre homme-femme, le fait d'avoir tous accès à des tas de choses, quoi, voilà. Et en fait, l'élément intéressant, c'est que vous voyez que tous les pays où il y a une équité sont au-delà des limites planétaires, et tous les pays qui sont en deçà des limites planétaires sont inéquitables, et il y en a qui sont au-delà des limites planétaires et qui ne sont pas équitables. Il n'y en a aucun qui est dans le bon carré. Et donc la question, c'est comment on fait. Alors l'animation, après, elle ne marche plus, parce que le changement de machine a déformé les trucs dans tous les sens, mais ce n'est pas très grave. Et en fait, cette question sur la structure des limites planétaires et comment on s'est dépassé, pourquoi on a réussi à atteindre une équité, rejoint beaucoup un travail de philosophie qui a été publié en 2019 par Pierre Charbonnier de l'ENS Ulm à Paris et qui est remarquable et qui montre qu'en fait, on a pu atteindre un jour un développement social dans nos sociétés en ayant non pas beaucoup de gens qui travaillent pour la liberté de quelques-uns, mais au contraire beaucoup de gens qui peuvent passer du temps pour venir dans un festival comme ici. Et ben en fait, ça repose sur le fait qu'à un moment, on a extrait énormément de ressources fossiles et que c'est ça qui engendre l'ensemble des déséquilibres que l'on voit. Donc ça pose une vraie question de comment on fait. Est-ce que pour revenir dans les limites planétaires, il faut atteindre une inéquité à nouveau? C'est ça qu'il faut chercher à éviter. Alors si on veut réfléchir à ces questions-là, en fait, on peut poursuivre en reprenant ce graphique, et il y a un élément qui est très en lien avec la question alimentaire, c'est que vous projetez là-dessus le pourcentage de protéines animales dans nos régimes alimentaires. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que tous les pays qui ont une équité sont des pays où les régimes sont extrêmement riches en produits carnés, en produits animaux, la viande et le lait. Ça veut dire qu'en fait, ce développement, cette équité sociale, elle a été liée en fait, avec une transition alimentaire extrêmement forte, et cette transition alimentaire, en elle-même, elle génère le fait de dépasser les limites planétaires. Et donc, il faut réussir à réfléchir à toutes ces questions-là, comment on peut faire. C'est ce que je vais essayer de partager avec vous. Alors, 2 mots sur la question souveraineté alimentaire et consommation. Le mot souveraineté alimentaire, maintenant, figure dans le titre du ministère de l'Agriculture, ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. C'est un terme qui est très, très mal compris. Très souvent, en fait, on fait souveraineté alimentaire égale autosuffisance alimentaire. Ça n'a strictement rien à voir. La souveraineté, c'est la capacité à décider seul de quelque chose, donc décider de façon souveraine. Et on est, par exemple, on ne sera jamais autosuffisant en café, parce qu'on n'a pas les bonnes conditions, et ce n'est pas un problème. On est souverain en café parce qu'on sait où on va l'acheter, on va passer tous les accords qu'il fallait. Donc, voilà. Mais, et vous entendez très souvent ces moments de crise agricole en disant on va bientôt devoir acheter du lait, bref, c'est la fin du monde, quoi. En fait, pas du tout. En 2 mots, si vous regardez, il va venir le graphique, oh mince, est-ce que tu peux remonter d'un cran, s'il te plaît, j'ai appuyé 2 fois. Voilà. Non, un cran après. Hop, on va y arriver, rassurez-vous. Voilà. En fait, si vous regardez comment notre balance des paiements, elle se déforme sur les 20 dernières années, en fait, les endroits où on était bon, on est encore meilleur. Les endroits où on était mauvais, on est encore plus mauvais. C'est-à-dire qu'en gros, notre balance, elle est structurelle et pas conjoncturelle, en fait. Alors, qu'est-ce qui fait que structurellement, on est bon? C'est quand on a un climat qui est extrêmement favorable. On a un climat qui est très, très favorable à la production de céréales, par exemple, ou de vin. Donc, on est très bon. Et puis, il y a des endroits où on n'est pas bon parce qu'on n'a pas le climat, où on n'a pas les bonnes organisations. C'est typiquement fruits et légumes, où c'est la pagaille. Et donc, de fait, on n'est pas bon. Voilà. Bon. La France et l'Europe n'ont pas de problème de sécurité alimentaire. On est largement exportateur massif. On est massivement exportateur. Mais ce n'est pas vraiment ça la question. Mince, alors j'appuie trop souvent. Voilà. En fait, il faut quand même réfléchir quelques secondes à ce que sont la réalité des besoins alimentaires. Et c'est un travail qui avait été fait par un collègue qui est maintenant en retraite, Pierre Combris, et qui avait montré ce que mangeait un homme adulte. Désolé, il n'a pas fait la femme à ce moment-là. Un homme adulte en 1780 comparé à un homme adulte de 2015. L'homme adulte de 2015, il fait 77 kg à 1m76, à peu près ma taille, mais un peu moins lourd que moi, et une espérance de vie de 79 ans, donc j'espère y arriver. En 1780, c'est pas du tout la même chose, en fait. C'est des poids plumes, 50 kg, ils sont tout légers, ils sont tout petits, 1m60, et ils ont une espérance de vie à la naissance qui est de 30 ans,
une espérance de vie à 5 ans qui est plus élevée que ça, parce qu'il y a énormément de mortalité infantile. Mais le point absolument essentiel, c'est qu'est-ce qu'ils mangent. Ils mangent 1700 kilocalories par jour, et aujourd'hui, on est à 3500. Aujourd'hui, compte tenu de nos régimes de mode de vie, il nous faut 2500, donc on a 1000 kilocalories en trop. C'est pour ça que beaucoup de gens font du jogging, voilà, parce qu'il y en a trop. Voilà, donc il faut consommer de l'énergie. Mais en 1780, avec 1750 kilocalories par jour, sachant que quand vous êtes allongé dans votre lit, vous en consommez 1400, c'est le fonctionnement cardiaque, le muscle cardiaque qui consomme énormément d'énergie, il leur restait à ce moment-là 350 kilocalories pour travailler, ce qui représente 2 heures de travail. Voilà. En passant, c'est pour ça qu'il fallait faire travailler les enfants, parce qu'ils ont un régime de fonctionnement qui est plus bas. Voilà. C'est sordide quand vous avez ça, mais c'est comme ça la réalité des choses. Voilà. Donc, d'où quand même cet énorme besoin, ces très gros besoins alimentaires, et le fait qu'on a de la marge aujourd'hui, mais on n'a pas tant de marge que ça. Alors, en fait, vous pouvez aussi vous poser la question de combien il faut de mètres carrés pour nourrir une personne. Ah non, ça ne marche pas. Il y a un graphique qui n'apparaît pas. Ah, normalement, il y a tout un graphique derrière. Désolé, il n'y a pas. Ben, vous avez juste le chiffre. En fait, en moyenne, pour nourrir un Français dans nos systèmes de production très intensifs, il faut 4500 mètres carrés pour nourrir un Français moyen, dont la teneur, dans la part de protéines animales dans son régime alimentaire est de 61%. Et puis, si on a quelqu'un, enfin, il y a dans les cohortes Nutrinet Santé qui sont étudiées, il y a un groupe de personnes qui n'ont des régimes alimentaires que de 50% de protéines animales dans leur régime alimentaire. Et à ce moment-là, il faut 3500 mètres carrés pour nourrir une personne. En fait, il faut avoir vraiment ces chiffres-là pour éviter certains fantasmes auxquels on a le droit, du style végétaliser les toits de Paris, on va se nourrir avec les toits de Paris. Les toits de Paris cultivables, c'est 15 hectares. 15 hectares, même pour ceux qui sont à droite, en gros, vous avez 45 personnes. On ne va pas aller bien loin, hein, voilà. Donc, faut avoir conscience de ces valeurs-là dans un pays comme nous, qui sommes des zones productives. Et il faut regarder ce que ça a comme incidence sur des pays qui sont avec des mégalopoles. Quand vous avez une ville, désolé, j'ai attrapé un rhume, une ville comme Shanghai qui fait 20 millions d'habitants, ben vous voyez, il faut en gros 10 millions d'hectares autour. Ou vous avez une ville comme Lagos qui en 2050 va être la plus grande ville du monde avec 50 millions d'habitants. Lagos, c'est au Nigeria, et si vous regardez où c'est coincé contre le golfe de Guinée, au bord de la frontière avec le pays d'à côté, et derrière, dans l'intérieur des terres, vous avez une mangrove. Et ben en fait, le défi, c'est le défi de la logistique de ça. En fait, c'est quelque chose d'absolument incroyable, absolument compliqué à faire. Donc, il faut vraiment réfléchir et avoir ces chiffres-là en tête. Alors, je reviens à mes histoires de protéines. Alors, est-ce que ça va marcher? Voilà. J'adore ce graphique-là, parce qu'il n'est pas de moi. Il est de Gilles Billen, qui est prof de l'université Pierre et Marie Curie de Paris, et qui en fait a eu cette idée, pour moi absolument excellente, de dire, mais toutes les protéines, j'ai qu'à tout convertir en quantité d'azote réactif qui circule dans le système, et de regarder comment ça se boucle, comment ça circule. Pour nourrir les humains, c'est le carré Human Population, donc c'est les chiffres de 2009, mais ça ne change pas grand-chose. Il faut 31,2 millions de tonnes d'azote sous forme de protéines, peu importe le chiffre. Sur les 31,2, il y en a 0,2 qui servent à la croissance et 31 qui servent au métabolisme de base et qui sont perdus et qui se retrouvent donc dans les effluents urbains. Donc en gros dans ce qu'on rejette. Et pour réussir à faire tourner ces 31,2, et on a absolument besoin de ça, parce que si on n'a pas ça, ça ne se passe pas bien, on faisait rentrer en 2009 dans l'ensemble du pipeline 140 millions. Donc 140 millions pour en avoir 31,2 à la fin. Depuis, on a fait mieux. Les chiffres de 2020, on fait 155 millions qui rentrent. Et l'énorme part du système, c'est les fertilisants azotés, qui sont 98 en 2009, 115 en 2020. Et en fait, quand vous regardez ce système-là, il est très peu efficace. Bon, il y a une énorme part qui sert à alimenter des animaux. Et les animaux, en fait, à l'échelle mondiale, sont peu efficaces, parce qu'en fait, ils servent à autre chose que servir à faire de l'alimentation. Quand vous avez des chevaux de trait, ils produisent surtout de l'énergie de traction.
et donc moins de produits animaux. La France, en moyenne, il faut, pour les animaux domestiques, il faut 4 kg de protéines alimentaires pour faire 1 kg de protéines animales, alors qu'à l'échelle mondiale, il en faut plutôt 11. Alors vous allez dire, ils n'ont qu'à tous faire comme nous. En fait, il y a un point de détail quand même, c'est que nous, on a des endroits où on utilise des protéines de très très haute qualité pour des choses qui servent strictement à rien, hormis le plaisir. C'est quand vous nourrissez des chiens et des chats, parce que vous n'avez pas encore le droit de les manger. Un hot dog, c'est pas ça. Hein. Donc, et l'air de rien, ça plombe sacrément notre histoire. Les chevaux, c'est pareil. On a plus d'UGB, d'unités comptables de chevaux, qu'on a d'unités comptables de moutons en France. Voilà. Donc, et les chevaux, c'est pareil. C'est pas autorisé à être consommé. Donc, on a, sur les animaux domestiques, on a 4 pour 1, ce qui est pas mal. En fait, quand vous comptabilisez tout ce qu'on utilise, en fait, si ça se dégrade un tout petit peu, on est quelque part entre 5 et 6. Ça, c'est les chiffres. Et en fait, alors, est-ce que les animations, elles marchent? En fait, quand vous regardez, le problème, c'est tout ce qui part dans le milieu. Et donc, c'est tout ce qui part dans ce milieu, à l'échelle mondiale, qui va induire une pression qui va faire en sorte qu'on soit au-delà des limites planétaires. Alors, donc, il y a des cercles partout, mais ça va finir par marcher. Et puis, il y a une partie de ces gaz à effet de serre, enfin, cet azote qui est réémis sous forme de gaz à effet de serre, et ce qui fait que, en fait, on a l'agriculture qui fait 3% du PIB, fait 19% des gaz à effet de serre, et pour l'essentiel, c'est des choses qui sont directement liées aux animaux, le méthane des ruminants et le protoxyde d'azote qui sert en fait pour une grande part à alimenter les animaux. Alors, hop. Alors, quand est-ce que ce système-là, il a commencé à se déformer pour la France? C'est un graphique de 2 chercheurs dont je donnerai un autre travail juste après, qui sont Archaoui, qui est un chercheur d'INRAE, et Tchadzimpiros, qui est un chercheur de l'Université de Paris-Cité. Et en fait, ils ont regardé non pas la question des protéines, mais la question de l'énergie. On pourrait faire avec les protéines aussi, mais ils ont fait l'énergie. Et ils ont regardé en fait la façon dont ça se passe sur les 100 et quelques dernières années, 130 dernières années. Et ils montrent qu'en fait, jusque 1960, en fait, on utilise beaucoup d'énergie qui sont sous forme de traction animale, à la fois pour de la traction, mais aussi l'entretien des animaux. Les animaux, ils doivent être entretenus avant de pouvoir tirer. Il faut nourrir les agriculteurs, il paraît que c'est mieux. Et ça permet de produire un petit peu d'énergie. C'est le trait rouge en fait, que vous avez dans l'échelle est à droite. Et ça donnait en fait une efficience de retour sur investissement qui est à peu près de 2. Et en fait, le système il change totalement en 1960, où on a une intensification de l'agriculture française sous 2 effets majeurs. Et en fait, l'arrivée de la force de traction, donc les tracteurs, et puis des engrais azotés. Et les engrais azotés, tout ça, étant des formes d'énergie. Et vous voyez qu'aujourd'hui, l'énergie qui rentre en agriculture, c'est d'une part les machines et le fuel qu'il faut pour les faire tourner, et d'autre part des fertilisants. Après, il y a des petits points de détail. Et en fait, à partir des années 60, vous avez une efficience qui augmente de façon assez régulière, qui est aujourd'hui à peu près de 4. Par rapport au temps très long dans lequel se situe l'histoire humaine, ce basculement qui engendre en fait le dérapage complet par rapport aux limites planétaires est très très récent. C'est la génération qui est majoritaire dans cette salle qui est totalement à la base de ça en fait. Donc on induit un système on va pas dire dans le mur, mais en sortie des limites planétaires qui est incroyablement brutal et incroyablement récent. Et aujourd'hui, on n'a pas du tout le début du freinage de ça en fait. C'est ça la question. Alors, est-ce qu'on peut s'en sortir? C'est ça la question. Et donc ces 2 auteurs, ils ont fait un autre papier qu'ils ont publié en début d'année dernière et qui est pour moi un des meilleurs papiers de la dernière décennie, c'est vous dire. Enfin, c'est mon analyse personnelle. Et en fait, ils montrent avec des analyses de prospective comment on peut faire pour bouger. Alors, je ne vais pas revenir sur ce truc-là, c'est trop compliqué, mais c'est ça, ce graphique. J'adore ce graphique-là parce qu'il permet de résumer dans un seul graphique tout plein de dimensions. Je vous l'explique quand même en quelques secondes ou quelques minutes. Sur l'axe vertical, ce que vous avez, c'est la quantité d'azote protéique alimentaire qu'on produit par unité de surface, que ça vienne des animaux ou des végétaux qu'on consomme. Et on a, donc, vous voyez, on ne produit pas beaucoup par hectare, mais ça permet, compte tenu des surfaces, de nourrir un certain nombre de personnes. Et vous avez sur ce graphique, j'ai pas de pointeur, mais ici, cette petite courbe-là, ce que vous avez, c'est ce qu'on produisait sur les dernières décennies. Et donc, vous voyez, ce qu'il faudrait avoir pour nourrir les personnes en 2011, on aurait dû produire à peu près 9 kg d'azote alimentaire par hectare.
En réalité, on en produit aujourd'hui à peu près 13. Ce qui permet en fait de, ce que j'ai dit tout à l'heure, faire du jogging, et puis ça tolère le fait qu'on ait pas mal de déchets. Ils ont fait dans ce graphique-là, ils ont dit mais il faudrait quelle quantité on doit produire pour nourrir les populations dans différents scénarios démographiques. Il y a 3 scénarios démographiques qui sont aujourd'hui portés par les agences internationales. Un scénario bas qui est aujourd'hui pas du tout le plus vraisemblable, qui conduirait en fait qui serait atteint en 2053 et avec une population d'à peu près 9 milliards d'habitants, une hypothèse très haute qui elle serait en 2100 qui est à peu près 11 milliards d'habitants, et puis vous avez le scénario médian qui est le scénario aujourd'hui le plus vraisemblable. Et donc ils disent ben voilà ce qu'il faudrait réussir à produire. Donc ça c'est les besoins. Ensuite, l'autre graphique, c'est celui que vous avez sur l'axe en bas, qui est les pertes alimentaires. Pardon, les pertes d'azote dans le milieu. Et ils disent, c'est quoi les limites planétaires? Les limites planétaires, c'est à peu près... Il faut terminer la configuration de notre ordinateur, on ne va pas y arriver. C'est 15 kilos. Dès qu'on dépasse de 15 kilos, eh ben en fait, le milieu n'est plus capable d'encaisser. Et donc, c'est parce que le milieu n'est pas capable d'encaisser que vous avez de nitrate dans l'eau, que vous avez des algues vertes en Bretagne, des choses comme ça. En fait, par rapport à cette limite de 15, où sommes-nous aujourd'hui? Eh ben, en fait, nous sommes le petit rond au milieu à droite, la barre la plus à droite, et le petit rond qui est le petit rond là. Donc, en fait, on est à 48. Donc, on est 3 fois au-delà des limites planétaires. Et la question que ces auteurs se sont posées, c'est comment on fait pour revenir? Est-ce qu'on peut y revenir? Et donc, ils se sont donné des droits de modifier des choses et ils se sont donné des droits de ne rien modifier. Notamment, ils disent on ne peut pas enlever les prairies parce qu'on va perdre en biodiversité et on ne doit pas choisir entre 2 limites planétaires. On dit donc, très bien, on ne change pas, on n'enlève pas de taux de prairies. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec le reste? Et ils jouent sur 2 composantes majeures qui sont, vous pouvez manger les animaux que vous voulez, mais selon que vous mangez, par exemple, beaucoup de produits animaux de monogastriques, donc des porcs et des volailles, en fait, vous mettez une pression très forte sur le milieu. Parce qu'en fait, comme on va garder les quantités de prairies, ben en plus, on va mettre une pression pour tout le reste qu'on va devoir utiliser pour nourrir des animaux. Donc, en fait, on va augmenter les pertes et on va nourrir moins de gens. Par contre, si vous mangez que des produits issus des ruminants, comme de toute façon, on a gardé les prairies, et ben à ce moment-là, on peut nourrir beaucoup, beaucoup de monde. Mais par contre, vous mangerez strictement plus d'autres choses. Donc, les hot dogs de ce midi, plus le droit. Le poulet non plus. En fait, il n'y avait quasiment aucun food truck qui fonctionnait, quoi. Mais et à ce moment-là, vous pouvez nourrir énormément de gens. Mais vous êtes toujours au-delà des limites planétaires. Et en fait, ce sur quoi ils jouent après, c'est sur 2 choses. C'est est-ce qu'on est capable d'inventer des systèmes de culture qui ont une efficience en azote qui est nettement améliorée. Et donc, ils disent, en serrant énormément les boulons, on peut effectivement arriver complètement à gauche, le scénario B3. Et l'autre chose sur laquelle ils jouent beaucoup, c'est le recyclage des effluents. Aujourd'hui, on utilise très très peu les effluents humains et les effluents animaux. À l'échelle européenne, pour vous donner des grands ordres de grandeur, on produit tous les ans 33 millions de tonnes de fertilisants issus des déchets. Donc fertilisants, c'est de l'azote et du phosphore. 33 millions de tonnes. Sur les 33 millions de tonnes, on en réutilise 5. Et tout le reste, de fait, ça a coûté cher pour les produire. Le reste, c'est une source de pollution, et donc il faut payer pour dépolluer. Et donc la question, c'est comment on peut le modifier. Et donc ces gens-là ont élaboré des scénarios autour de ça, et je trouve que ça, c'est absolument remarquable. Je vais essayer de ne pas déborder, pour une fois, ça me changera. Donc voilà, et je pense que ça donne en fait un cadre global. L'élément majeur pour moi de ce message-là, c'est que tout compte fait, en fait, on peut y arriver. C'est-à-dire on peut réussir à nourrir des très très grandes populations sans tout compte fait dire à tout le monde demain c'est disette, quoi. Voilà. Et ça, très souvent, pour avoir des grandes transitions, s'il n'y a pas une capacité à construire un récit à long terme, on ne peut pas y arriver. Et pour construire un récit à long terme, c'est pas raconter une histoire au Père Noël, mais il faut avoir des bases pour le faire, et eux, ils ont contribué à créer ces bases-là. Alors, après, il y a tout plein de choses, mais je ne vais pas vous les donner. Il ne veut plus. Pourquoi il ne veut plus? Ah oui. Oui, c'est très bien. Donc, pour y arriver, il faut être efficient et il faut éviter les pertes et gaspillages. En fait, on a des niveaux de pertes dans ce que l'on...
ce qui sort d'une exploitation agricole ou d'une parcelle agricole jusqu'à ce que nous mangeons, il y a un taux de perte qui est considérable. C'est entre 30 et 33% en France. Il y a des pays qui sont pires que nous, hein, le Québec par exemple. Nous, on n'a pas refait de mesures depuis 2010. Pas sûr qu'on soit beaucoup amélioré, je pense qu'on s'est plutôt dégradé. Les Québécois ont fait ça en 2022 et le bilan, c'est qu'ils sont à 41% de pertes. Voilà. Donc la question, elle est comment on fait ça? Des travaux là-dessus, il n'y en a pas beaucoup. Ce que vous voyez, c'est que quand vous avez cette entrée-là, c'est en fait clairement un point pour travailler sur les effets environnementaux induits. Ils sont majeurs liés à ça. Il y a une vraie question de comportement des consommateurs. Encore une fois, l'alimentation n'étant pas très chère, si un truc n'est pas consommé, c'est pas grave. Mais en fait, il faut regarder globalement ce que ça conduit à faire. C'est une question sur comment la demande, elle évolue. En fait, est-ce qu'il y a des produits qui se conservent mieux que d'autres, qui se jettent moins que d'autres? La réponse, elle est oui. Et donc, comment c'est un élément d'évolution de la consommation? Il y a des vraies questions sur l'offre technologique et en fait, avec des éléments paradoxaux. C'est-à-dire que si vous voulez réduire les plastiques, vous aurez des temps de conservation qui seront plus courts, dont des taux de perte qui vont être plus faibles. Des taux de perte, pardon, qui vont être plus élevés, si. Et donc la question, elle est comment vous réfléchissez toutes ces questions-là. Non pas de devoir choisir entre la peste et le choléra, mais de devoir choisir de façon cohérente des éléments autour de ça. Et puis comment on les réutilise. Et en fait, il y a un Italien, Scandura, qui a fait une analyse de tout ce qui était disponible sur les logiques de recyclage. Et en fait, ce qu'il dit... Ça ne veut pas avancer. Ah, voilà, pardon. Hop. Remonter d'un cran. Il a fait ce beau graphique-là qui dit qu'en fait, dans les nouveautés, il n'y a pas grand-chose. En fait. Dans toute l'analyse de la littérature autour du recyclage, eh ben, en fait, c'est essentiellement des vieilles recettes qu'on réutilise. Il n'y a pas de grand soir. Et donc, de fait, le meilleur moyen, c'est d'éviter les pertes. Alors, sur la diapo d'après, comment on fait à partir de là pour réussir à bouger? C'est très bien. J'aime beaucoup ce graphique-là parce qu'en fait, il raconte 50 ans d'histoire de l'agriculture en France, même plus, de l'agriculture. En fait, notre seul et unique objectif, c'est de produire des aliments avec peu de risques et si possible en prenant un peu de plaisir. Enfin, plus de plaisir qu'on peut. C'est ça les produits, c'est au service du bénéfice humain, bénéfice financier, bénéfice non financier, bénéfice qualitatif. Et pour réussir à mettre ça en œuvre, on n'a que 3 types de capital à notre disposition. Le capital humain, mais tant qu'à faire, il faut l'économiser, économiser la charge de travail, économiser la charge mentale, et donc faire des choses assez simples. Il faut utiliser du capital technologique, et puis on a un capital naturel autour de nous. La période extrêmement intense qu'on a connue, et dont le virage est, comme vous l'avez vu tout à l'heure, 1960, ça consiste à tout miser sur le capital technologique, des machines, des engrais, des pesticides, et en considérant qu'il n'y a plus de capital naturel, qu'on n'en a pas besoin. Et en fait, c'est cette logique-là qui conduit à ce que l'impact sur le milieu est considérable, à tel point que le capital naturel, non seulement il n'est pas utilisé, mais il est dégradé par la pression qu'on a mis dessus. Et l'ensemble du travail que l'on fait, et c'est vraiment un cadre d'analyse sur lequel INRAE travaille énormément, c'est de dire, mais tout compte fait, qu'est-ce qui se passe si on essaie de maximiser l'utilisation du capital naturel et des services écosystémiques? Non pas en disant on n'a pas besoin de services technologiques, si on en a besoin, mais on les utilise au service d'eux. Voilà. Et donc pour faire ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Hop. Je ne veux pas que ça bouge pas. Merci beaucoup, Bertrand. Une des clés de l'histoire pour maximiser les services écosystémiques, c'est d'augmenter la diversité des endroits où on est. L'ensemble, le comportement humain vise à la simplification et à la simplicité. On a horreur de la complexité. On a tous, autant qu'on est, une horreur de la charge mentale. Clairement. Il suffit de regarder comment vous vous comportez chaque fois que vous devez changer de logiciel sur votre ordinateur. Voilà. Bon, bref, c'est normal. Et donc, pourtant, si on veut augmenter les services rendus par les écosystèmes agricoles, parce que l'agriculture, c'est rien d'autre que jouer avec des écosystèmes, eh bien, en fait, il faut réintroduire de la complexité. Et il y a un travail que personnellement je trouve remarquable, qui a été publié par une équipe internationale, Tambourini en 2020, et il y a eu un autre papier de la même veine qui a été publié en 2021 par une équipe française. Là. Ils ont fait une analyse de tous les papiers qui avaient été publiés sur la diversité et le fait de créer de la diversité.
Diversité des espèces cultivées, diversité dans les zones non cultivées, mais aussi diversité sur les modes de culture, sur la fertilisation, tout ça. Et il montre, en regardant sur différents services écosystémiques, comme la fertilité à gauche, le rendement, le cycle des nutriments, la séquestration du carbone, bref, que vous avez massivement soit des effets positifs en vert, soit des effets neutres en gris. Bref, chaque fois que vous remettez de la diversité quelque part, vous gagnez. Et donc la question, elle est, mais pourquoi on ne le fait pas? Et en fait, pourquoi on continue à aller encore dans l'autre sens? Parce qu'en fait, le système, il est fait pour aller dans l'autre sens. Je vous montrerai un peu après. Alors, en fait, ça se traduit concrètement comment? Il me reste 3 minutes, donc je vais aller vite. Ça peut se traduire par des cultures en mélange. Systématiquement, on a une production qui est en moyenne, qui est augmentée et en moyenne de 30%. On peut faire encore plus complexe que ça. Hein. C'est ce qu'on appelle du relais cropping, c'est-à-dire des cultures qui se chevauchent. Vous semez la culture N+1 avant d'avoir récolté la culture N. Ça suppose d'avoir des machines, ça suppose de surtout pas le faire au hasard. Et ça suppose que l'agriculteur, il a un petit goût du risque. Parce qu'un agriculteur à qui vous allez expliquer à un moment donné, tu sais, il va falloir détruire un rang sur 3 pour semer celle d'après, il va dire non, vu l'argent que j'ai mis, non. Eh bien si. Et en fait, en moyenne, nous on fait ça chez des collègues qui ont des exploitations agricoles, on est en moyenne, par rapport à la moyenne des 2 cultures indépendantes, on fait 87% d'augmentation de rendement. Voilà. Il faut des machines, il faut le faire, il faut avoir faut savoir, et il ne faut surtout pas choisir les espèces au hasard. Alors, hop, ah oui, il y a une certaine créativité dans la machine quand même, elle a mis des décorations. Non, mais c'est parce qu'il y a des trucs qui ont été rajoutés sur la diapo d'après, mais c'est pas grave. En fait, savoir, parce que la question m'avait été posée, en fait, c'est qui les agriculteurs autour de ça? Et en fait, la population agricole est en train d'évoluer extrêmement vite. On a tous encore la représentation d'une exploitation agricole familiale. Et en fait, ça n'est plus qu'une petite fraction. Hein, les familles unipersonnelles, enfin les exploitations familiales unipersonnelles ou modèle traditionnel en couple, ça n'est plus que 52% des exploitations françaises. Vous avez beaucoup en nombre de micro-exploitations, en surface c'est pas grand-chose, et puis vous avez de plus en plus ce qui s'appelle les exploitations de firmes, qui représentent 10% des nombres d'exploitations, et vous voyez à peu près 30% en fait, des surfaces cultivées. Donc système qui change, et plus l'exploitation est grande, plus la prise de risque avec la diversification est faible. Donc on a en fait structurellement quelque chose qui ne va pas être du tout un encouragement et dans le bon sens. Alors, est-ce que le système peut bouger ou pas? Et ça va être ma dernière diapositive. J'ai vu qu'il y a des trucs qui ont été rajoutés. Vous oubliez les graphiques bleus, les trucs bleus, je ne sais pas pourquoi ils sont arrivés là. C'est une cadre théorique qui a été développée par un chercheur anglais de l'université de Manchester qui s'appelle Frank Giles et qui dit en fait, si vous voulez des systèmes ils ne bougent pas parce que l'ensemble des opérateurs sont en état d'équilibre les uns avec les autres. Ce qu'on appelle un système, il qualifie de verrouillé, mais en fait c'est simplement que tout le monde est en état d'équilibre autour de quelque chose. Vous avez un mode de consommation, les agriculteurs ils vont produire ce que les industries de transformation vont produire pour vous alimenter, et tout ça est en cadre et cohérent avec la réglementation, et voire encore mieux avec la culture, avec la philosophie, que sont celles de la société. Et donc ce système-là est en état d'équilibre et toutes les innovations sont de type incrémental là-dedans pour que ça ne bouge pas. Pour bouger ça, il n'y a que 3 choses. En théorie, il y en avait, le premier cadre théorique développé par Gilles, il dit il n'y en a que 2. C'est vous changez le régime politique, voilà, vous forcez le changement. En agriculture, par exemple, c'est vous enlevez les pesticides et ça... Et bien, de fait, vous voyez que ça ne va pas bien, que ça va se déstabiliser parce que tout le monde se met à crier. Voilà. Alors c'est en agriculture, mais quand la loi Labbé est passée en 2019, Corinne, tu t'en souviens, les gens ont crié parce qu'il allait y avoir de l'herbe dans les cimetières, parce qu'on allait enlever le glyphosate. Les résidents des cimetières n'ont rien dit en fait. Mais c'est simplement que notre vision de ce que devait être le cimetière, et donc vous voyez bien que c'est la représentation que nous en avons, qui était perturbée par ça. Donc c'est vous forcer le paysage socio-technique, vous pouvez forcer ce qui vient en bas à gauche. Normalement, il y a un truc qui devrait apparaître, mais ce n'est pas très grave. Si tu essayes, Bertrand, ça donne quoi? Ah voilà. Soutenir les innovations de rupture, c'est-à-dire un truc qui est très très différent. Et s'il confère un avantage, à ce moment-là, le dernier d'un système en équilibre qui va l'adopter, il aura perdu.
quand le tracteur est arrivé en 1900, juste après la Seconde Guerre mondiale, les derniers qui l'ont adopté, en fait, ils avaient disparu parce qu'ils n'étaient plus du tout compétitifs. Et puis, vous avez un troisième mécanisme. Alors, il y a un mécanisme qui est mentionné ici par Turnheim en 2023, ce qui s'appelle la déstabilisation institutionnelle. C'est-à-dire un État peut décider de tuer un système pour favoriser l'apparition d'un autre. Ça s'est quasiment jamais produit. Ça s'est produit que 2 fois dans l'histoire. Le premier, c'est quand, en fait, en France, on décide d'arrêter les trams à peu près partout. Maintenant, on en remet, mais il y a eu une décision de déstabilisation institutionnelle pour favoriser la voiture individuelle. Bon, ce n'était pas forcément la meilleure idée qu'on a pu avoir, mais ça n'empêche que ça a fonctionné. Et puis l'autre exemple qui est très documenté, c'est Margaret Thatcher qui, dans les années 70, décide de fermer les charbonnages, mettant quand même 300 000 personnes au chômage du jour au lendemain, pour favoriser le développement de l'industrie électrique anglaise. Voilà, mais c'est les 2 seuls cas. Donc on ne va pas faire, surtout pour des questions d'alimentation. Par contre, il y a d'autres choses qui fonctionnent très bien. C'est ce qui s'appelle les laboratoires vivants, où en fait, vous faites rentrer d'autres opérateurs dans ce système qui est en état d'équilibre, et en particulier ce qu'on appelle les bénéficiaires indirects. Alors les bénéficiaires directs, par exemple, dans un système alimentaire, c'est les agriculteurs, c'est les industries. Et les bénéficiaires indirects, c'est ceux qui ne bénéficient pas. C'est par exemple les ONG environnementales qui n'ont jamais voix au chapitre. Et donc vous mettez tout le monde autour de la table, non pas pour que les gens se tapent sur la figure, mais en leur disant c'est quoi le meilleur système de demain. Et donc c'est de faire de la co-conception. Et ces systèmes-là, qu'on appelle laboratoires vivants, pour lesquels on travaille beaucoup sur le plan théorique, et on travaille énormément avec les Canadiens sur ce secteur-là, et en fait ça permet d'imaginer à la fois, et il faut obliger d'imaginer à la fois le point d'arrivée et en même temps la trajectoire de transformation. Parce que si vous pensez le point d'arrivée sans avoir imaginé la trajectoire, en fait, chaque fois qu'un opérateur passera en dessous de la trajectoire de viabilité, il va dire non. Et donc voilà, c'est ce qu'on fait dans ces systèmes-là, et c'est riche. Et en fait, ça rejoint beaucoup des choses que vous pouvez imaginer dans ce genre de festival, où en fait, c'est des lieux de rencontre de personnes qui ont des regards très très différents, qui permettent d'imaginer des choses totalement nouvelles. Voilà ce que je voulais vous dire, et je pense que je suis arrivé au bout. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bien, merci beaucoup. On a le temps pour 2 questions. Alors, est-ce qu'il y a 2 questions qu'on peut prendre? Et sinon, je vous le dis tout de suite. Donc, comme je le disais en introduction, Christian Huyck débattra tout à l'heure avec Martin Kopp. Et donc, on aura l'occasion peut-être de laisser mûrir quelques questions là d'ici une demi-heure et les leur poser dans une demi-heure. Mais s'il y a une question tout de suite là maintenant, c'est possible. Oui, madame. En premier lieu, merci pour votre intervention très riche. Sur les 2 exemples que vous avez donnés comme sortie positive, sur la dimension de co-construction, est-ce que vous avez des exemples appliqués? On a créé en France pas mal de systèmes qui sont basés sur les laboratoires vivants, enfin, sur cette théorie-là. Et y compris en osant, on les a systématiquement centrés sur des choses qui étaient pratiquement insolubles. C'est des endroits de tension extrêmement forte. S'il n'y a pas de tension, il n'y a pas d'intérêt. Et je vais vous prendre 2 exemples. Le premier, c'est les problématiques de bien-être animal dans des zones d'élevage extrêmement intensifs comme la Bretagne, la Normandie et les Pays de Loire, où les ONG et les éleveurs et les abatteurs n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur le moindre cahier des charges. On a mis ce dispositif-là en place en disant « Ok, on veut améliorer le bien-être animal global, il faut que le consommateur il soit prêt à payer. Voilà, qu'est-ce qu'il est prêt à payer? Quelle est la grille sur laquelle on peut se mettre d'accord ?» Et avec ce système-là, on a pu identifier des grilles nouvelles, construire un abattoir nouveau, un nouvel abattoir qui est dans la région d'Ancenis, qui répond à des normes d'abattage améliorées, et avec un étiquetage qui conduit à un consentement à payer qui n'est pas énorme, parce qu'on n'a pas besoin d'un gros consentement à payer pour que ça permette de rémunérer un changement de pratique. Sur un sujet aussi sensible que le bien-être animal, je trouve que c'est la meilleure preuve qu'on peut réussir à faire bouger les choses, sachant que ceux qu'on avait mis autour de la table, ils avaient une fâcheuse tendance un peu à s'enguirlander quelques années avant. Ils ont joué le jeu.
Alors vous allez dire, tout le monde n'y est pas allé. Non, il y en a qui n'y sont pas allés. Par exemple, L214 n'y est pas allé pour une raison tout simple, c'est qu'il ne voulait pas rentrer dans cette négociation-là. Deuxième exemple, sur la transition alimentaire, le changement des régimes alimentaires, c'est quelque chose qu'on a mis en place à Dijon. Dijon Alimentation Durable. Dijon était une ville relativement cossue, que vous connaissez, mais à une banlieue relativement pauvre. Et le premier vice-président de la métropole, un jour a dit, il y a quand même un truc qui est totalement intolérable, c'est le taux d'obésité dans les jeunes dans les banlieues de Dijon. En bref, je suis en train de préparer la mort des enfants. Et donc, c'est non soutenable. Et il a fait ce pari, en travaillant beaucoup avec des gens de chez nous, de dire, mais si j'arrivais à changer leur régime alimentaire à l'école, et donc de faire travailler la cuisine centrale de Dijon, je peux faire un changement. Et donc, il a un système qui aujourd'hui comprend l'amont agricole, avec une fourniture locale, très tournée vers moins de produits animaux, plus de produits végétaux, et en particulier de légumineuses. Les légumineuses, si ce n'est pas bien préparé, c'est immangeable. Et donc, avoir un investissement dans les instruments de transformation, c'est Seb qui a fait le travail. C'est la cuisine centrale de Dijon, qui est une énorme cuisine centrale qui alimente toutes les écoles, et en particulier celle des banlieues, qui était le sujet central de Pierre Pribetich à l'époque, et les hôpitaux. Et aujourd'hui, on a une vraie transformation. Les hôpitaux sont à bord aussi, ce qui permet aussi de répondre à la question que j'avais tout à l'heure sur les fins de vie. Alors après, ça, c'est pas non plus le nirvana tout le temps. Hein. Vous savez qu'il y a des sortes de tensions. Vous avez entendu que quand Rebsamen avait voulu faire un deuxième repas végétal à l'école, il y a eu des hurlements dans tous les sens. Parce qu'en fait, inévitablement, si vous mettez plus de produits végétaux, vous mettez moins de produits animaux. Et il semblerait que dans pas mal de régions de Bourgogne, il y ait des grosses zones d'élevage quand même. Et donc là, ils ont dit, mais attends, où on va? Et vous retrouvez ce que je disais tout à l'heure, en fait, ces systèmes verrouillés pour ne pas bouger. L'équilibre alimentaire que j'ai mentionné tout à l'heure suppose des changements relativement forts, mais le fait d'être en Living Lab permet de co-concevoir ensemble le point d'arrivée et les trajectoires pour y aller. Et est-ce qu'on peut les faire passer à l'échelle? C'est le changement d'échelle. L'avantage de travailler avec des structures de type laboratoire vivant, c'est il y a à la fois... moi, j'y crois beaucoup à ces systèmes-là, parce qu'en fait, vous êtes à la fois dans... C'est pas des trucs minuscules, c'est des trucs relativement gros, mais ils sont situés. Ce qu'il faut réussir à comprendre, c'est qu'est-ce qui est spécifique à la région où je suis et qu'est-ce qui est généralisable. Et une fois que vous avez compris ce qui est généralisable, vous avez extrait les éléments génériques et donc vous pouvez les porter chez les voisins. Le vrai problème de toutes des tombereaux d'initiatives locales, c'est qu'en fait, comme chacun regarde l'initiative là où il est incapable de dire si c'est dépendant de ses conditions locales ou s'il y a un élément de généricité derrière ça. Et le fait que nous, INRAE, on est un institut national avec une empreinte internationale très forte, notre rôle quand on est là-dedans, on est un tout petit peu tiers de confiance. Et on est beaucoup ceux qui regardent la machine en train de se faire et qui publions des éléments à partir de là. Voilà. Et votre question de changement d'échelle est très très importante. Merci beaucoup. Moi, j'ai entendu on peut faire changer les choses et on peut faire changer les choses en se parlant. Donc voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui. Je vous invite vraiment à venir écouter le débat entre Christian Huyghe et Martin Kopp tout à l'heure à 16h45. J'ai entendu dire aussi que quand on cuisine mal les légumineuses, c'est pas bon. Alors pour votre information, les 150 louveteaux et éclaireurs qui sont là, ils vont manger des légumineuses ce soir. Et je suis sûre que ce sera très très bon. Voilà. Voilà. Et donc, on va laisser la place ici pour la conférence de Thierry Dudoc de 8. Si vous avez été intéressé par la question des limites planétaires, donc il va donner sa conférence là dans quelques minutes. Et donc à 16h45 sur le podium avec Christian et Martin. Merci à tous et merci à Christian.